Chers amis de Toxin, vous êtes toujours sur Matinale Toxin. Ce matin, vous le savez, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Partagez, likez, très très important. On vous le dit en permanence, on a besoin de vous. Et ce matin, je reçois un invité que vous connaissez bien ici sur Toxin. C'est un habitué, mais il est essentiellement avec l'ami Clément Soudiakova que j'embrasse, que je salue comme tous les matins. Et c'est Renaud Bochard. Bonjour Renaud, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, ça va très bien et vous? Je suis en pleine forme. Je vous ai piqué à Clémence pour une fois. Elle sait que vous êtes avec moi, bien entendu. Vous êtes entre de bonnes mains, mais voilà, c'est la plaisanterie parce on vous voit beaucoup sur l'antenne de Toxin et tant mieux. Et ce matin, je vous ai appelé parce que je voulais qu'on parle notamment. Vous avez fait un bouquin notamment sur Christopher Lasch, qui est un livre absolument fondamental, une pensée fondamentale, pas qu'un livre. Et je voulais qu'on en parle à la lumière de l'élection du vice-président J.D. Vance et de son discours. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente tout de même, c'est la moindre des choses, avocat fondateur du Substack Les Chroniques Grégoriennes et essayiste, et notamment maintenant chroniqueur sur Toxin, notamment là-dessus. Quand on m'a parlé de ça, je me suis dit J.D. Vance, Christopher Lasch, Renaud Bochard, il y a quand même pas mal de choses. Gilets jaunes, finalement, est-ce qu'il y a un parallèle entre la pensée de Christopher Lasch, dont on va évoquer ce matin, et le discours de J.D. Vance, qui est à contre-courant totalement de ce mondialisme? Il l'a déclamé notamment face à une oligarchie européiste totalement vitrifiée, manifestement. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est Ouais. une très bonne idée d'établir un parallèle entre Christopher Lasch et J.D. Vance, particulièrement en fait de J.D. Vance tel qu'il est maintenant depuis, notamment qu'il s'est converti au catholicisme Oui. en 2018, puisqu'il Oui. a évolué pas mal J.D. Vance depuis l'écriture de sa biographie, de son autobiographie Hillbilly Elegy. Je crois que ça s'est traduit en France sous le titre d'une famille américaine, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, je le lis parce que je suis en train de le lire. Voilà, c'est celui-ci. Une famille américaine préfacée par Christine O'Krent aux éditions Globe. Bon. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de choses qui sont à mettre en rapport entre J.D. Vance et Christopher Lasch. D'abord une profonde aversion pour ce que Christopher Lasch, ce qu'on appelle en termes assez généraux la classe professionnelle managériale dont Christopher Lasch avait été le premier contempteur. C'est intéressant parce que Christopher Lasch est mort en 94-95 Ouais. et il avait notamment, bon, dans la révolte des élites, mais bien avant ça, dans la culture du narcissisme, déjà en 1979, établi tout un portrait robot de cette classe de mondialistes qui a présidé, qui de plus en plus envahit le quotidien de ce que j'appellerais l'Américain ordinaire, le common man. Et voir maintenant une envergure complètement Ouais. mondiale. Et donc, il y a quelque chose il y a d'ailleurs, vous mettez la couverture de mon livre. La raison pour laquelle le livre est jaune, c'est effectivement qu'il a été publié de façon contemporaine de la révolte des Ouais. jaunes. Donc, il y a eu Ouais. beaucoup d'articles à l'époque écrits sur Christopher Lasch au moment de la révolte des Gilets jaunes en France, qui était révolte des Gilets jaunes, qui était encore une fois une révolte contre Ouais. cette classe professionnelle managériale dont on pourrait dire que le point commun, c'est qu'elle suradministre nos existences. Ouais. Ouais. Et, Ouais. et je crois que c'était tout à fait remarquable dans le discours de J.D. Vance à Munich, cette critique absolument féroce des Européens, mais pas seulement des Européens, encore une fois. C'est une critique lorsqu'il parle de l'ennemi intérieur, J.D. Vance, il Ouais. parle de la classe professionnelle managériale. Il parle de ces gens qui veulent avoir un droit de regard sur chaque aspect intime de nos existences, sur cette classe de managers qui ne supportent pas qu'on puisse échapper à leur contrôle, Oui. à l'œil de Sauron, Ouais. 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 Mais métaphore. ouais. 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 Allez-y, Renaud. Et donc, alors en plus, bon, je sais que J.D. Vance a lu Christopher Lasch, même si
il y est peut-être venu de manière relativement indirecte, notamment par des auteurs comme Ross Douthat, qui avait écrit un des livres qui avait le plus influencé J.D. Vance, qui s'appelait The Decadent Society. Mais aussi des auteurs comme Daniel Markovits, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait The Meritocracy Trap, Michael Sandels, The Tyranny of Merit, et puis l'ami proche de J.D. Vance, qui est Patrick Deneen, qui avait écrit ce formidable essai qui s'appelait Why Liberalism Failed, Pourquoi le libéralisme a échoué, qui a d'ailleurs été traduit en français. Donc, J.D. Vance s'inscrit dans une tradition qui a été inaugurée par Christopher Lasch de critique de la modernité libérale. En fait, il y a deux choses tout à fait importantes dans l'œuvre de Christopher Lasch. Il y a d'abord effectivement la culture du narcissisme, où il décrit comment le capitalisme de consommation a généré une personnalité servile et dépendante, parfaitement adaptée pour en faire un fait social total, comme Jean-Claude Michéa. Et puis, il y a sa critique du progrès. Critique du progrès qui est une équation à double entrée. Il y a d'un côté l'idée qu'on doit en finir avec l'espèce d'interdiction de l'insatiabilité des désirs, qui était perçue comme par Aristote comme une maladie de l'âme, qui fait qu'on livre en fait l'humanité au capitalisme, qui est un système économique qui fonctionne précisément sur la base de l'insatiabilité des désirs. Et de l'autre côté, il y a cette idée qu'on doit s'émanciper de toutes les communautés étroites, la famille, le village, le clan, la tribu, le quartier, etc., au profit d'une sorte de village global. Et on retrouve tout à fait ces thèmes dans le discours de J.D. Vance et dans tout ce qu'il a écrit. Et notamment, il avait fait un discours important en 2019 ou 2020, si mes souvenirs sont bons, à la conférence National Conservatism. Après sa conversion au catholicisme, qui avait été vraiment, en fait, plus qu'une note de bas de page sur son autobiographie. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui se cooptent, pas cooptent, mais qui se rencontrent en même temps. Concrètement, vous parlez des Gilets jaunes. Quand je vois J.D. Vance, quand je lis Christopher Lasch, parce que là aussi, c'est un auteur auquel je me réfère, vu les livres que j'écris et les réflexions qui sont les miennes et les sujets que nous traitons sur Toxin également, les Gilets jaunes, J.D. Vance, on se rend compte avec une révolte aussi populaire, des révoltes des élites, ça c'est Christopher Lasch. Est-ce qu'en France aussi, avec des discours comme J.D. Vance, est-ce que ça pourrait accélérer une prise de conscience beaucoup plus large de gens qui, comme les Gilets jaunes dans leur temps, ont compris que la mondialisation heureuse était une vaste escroquerie parce qu'on leur a plongé la tête dans la mondialisation, manifestement, dans le consumérisme, et qu'on les a aliénés. Mais on est aliénés à partir du moment où on peut acheter. Si on ne peut plus consommer, manifestement, l'aliénation perd de sa superbe, non, Renaud, à un moment donné? Oui, alors il y a quelque chose même de plus profond simplement qu'un rejet d'abord d'une mondialisation heureuse, de l'idée d'une mondialisation heureuse qui n'est pas si heureuse que ça. Oui, non, c'est clair. Et il y a quelque chose de plus même qu'un rejet simplement de cette élite envahissante qui voudrait tout suradministrer dans nos existences. Je crois qu'il y a derrière l'assurance avec laquelle J.D. Vance a fait son discours à Munich, quelque chose de plus positif, qui a été défini d'ailleurs par mon ami N.S. Lyons dans un article récent qui a fait pas mal de bruit dans la littérature anglophone, dans le commentariat anglophone, qui s'appelait le retour de Dieu fort. Et je pense que nous avons avec le discours de J.D. Vance et l'élection de Donald Trump, ce sont des phénomènes qui sont assez archétypaux, plus que en fait, qui montrent
véritablement un complet changement d'époque et un retour vers quelque chose, vers un projet plus positif, qui est un projet, en gros, j'appellerais un projet tumotique, qui vise à rénover, à retrouver une sorte d'ardeur, une sorte de vitalisme, un goût pour la vie, plutôt qu'une espèce de façon de constamment fuir de fuir le combat, de fuir l'ardeur, de fuir la difficulté, etc. Et lorsque Lyons parle du retour de Dieu fort, il dit qu'on est vraiment dans ce changement, qui est d'ailleurs tout à fait, dont on trouve un très très bon exemple dans la multiplication de toute une littérature néo-nietzschéenne aux États-Unis, littérature vitaliste, dont presque le précurseur était d'ailleurs le film Fight Club de David Fincher. Complètement anachronique, parce c'est un film qui est sorti à la fin des années 90, et on retrouve là vraiment une espèce de volonté de remettre au goût du jour une sorte d'ardeur, qui passe d'ailleurs quand même aussi par une réhabilitation des hommes. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que là-dessus, et merci d'être là ce matin, Renaud Beauchard. Merci d'avoir fait cette infidélité médiatique, toxinote, bien entendu. Je suis tout à fait à Clémence, parce que Renaud Beauchard, pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous le connaissez, il passe régulièrement sur Toxin, et merci de sa fidélité à l'antenne. Et ce matin, voilà, je l'ai piqué à Clémence, elle est au courant dans tous les cas. Mais là-dessus, vous disiez, notamment, je l'ai lu, vous avez accordé une belle interview à la Revue des Deux Mondes. Elle date quand même de 2019, avril 2019, donc ça commence à remonter. Et vous disiez, c'est ça qui est intéressant, parce que je l'ai relu 2 fois, et vous disiez finalement que l'idée de Christophe Arlache, ou les idées de Christophe Arlache, avaient peu infusé finalement au sein même du débat public et politique. J'ai envie de vous poser la question, Renaud, en février 2025, est-ce que finalement, avec J.D. Vance, on se rend compte que finalement, peut-être que ça a plus infusé qu'en 2019, et qu'on se retrouve quand même dans quelque chose qui commence à prendre un peu de densité, les idées de Christopher Lasch et la situation du pays également, je veux dire. Oh, infiniment plus. On est dans un complet changement par rapport à la situation de 2019, ou voire même par rapport à la totalité du premier mandat de Donald Trump, qui avait été une très grande déception. Et là, le deuxième Trump est vraiment archétypique. On a dans le deuxième Trump, cette fois-ci, dans le Trump réélu en 2024, et dans sa foulée, quelqu'un qui est un homme aussi talentueux et aussi intellectuellement intéressant en même temps que J.D. Vance. On a vraiment cette fois-ci une adhérence des idées de Christopher Lasch. Vraiment, elles deviennent importantes, même si on pourrait, c'est assez étrange de penser à Trump comme une sorte de révélateur de la justesse des propos de Christopher Lasch, mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui à l'œuvre est vraiment, oui, là, je pense que c'est arrivé. Il faut savoir que Christopher Lasch avait jusqu'à présent en fait été influent dans une certaine partie de la vie intellectuelle. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que en France, la sensibilité qui a été la partie de l'intelligentsia qui a été la plus sensible aux œuvres de Christopher Lasch, c'est la gauche libertaire. Des gens comme Jean-Claude Michéa, comme Kevin Boucault-Victoire, et bon, on voit en France, c'est plutôt d'ailleurs presque les proudhoniens qui avaient été
Parce que vous dites dans cette interview, Renaud, notamment que même Bernie Sanders, à une époque, un candidat présidentiel, n'était pas tellement influencé par Christopher Lasch. C'est rigolo quand même que cette gauche, à un moment donné, n'ait pas pris le vent ou n'ait pas compris ou ne serait-ce que n'ait pas chevauché, pas le tigre, comme disait Macron, mais n'ait pas chevauché ses idées à un moment donné en s'appuyant sur des analyses qui quand même étaient assez profondes et qui étaient assez non dénuées d'intérêt tout de même. Ah ben ça, de toute façon, le nom là-dessus, là, de Bernie Sanders et Christopher Lash, là, on est dans une impossibilité complète. Oui. Parce que Bernie Sanders, et il l'a prouvé, on pouvait être un petit peu confus lorsque Bernie Sanders est apparu sur la scène politique nationale en 2015. Il avait été un homme politique local pendant assez connu pendant plusieurs décennies dans le Vermont, mais il est apparu en 2015 et on pouvait avoir un certain doute parce qu'il y avait, avec Bernie Sanders, quelque part une sorte de remise au goût du jour de la nécessité d'aller chercher les classes populaires, y compris les classes populaires blanches, la population victime de ce que Thomas Frank appelait l'appalachisation des États-Unis, qui est la transformation de la totalité des États-Unis en ces États comme la Virginie occidentale, qui sont des États essentiellement de pauvres blancs. Des États d'ailleurs qui sont massacrés sur le plan de l'environnement par l'extraction minière, etc. Enfin, qui sont des vraies décharges à ciel ouvert très souvent. Or, il y avait peut-être un petit doute dans la campagne de Bernie Sanders en 2016, un doute qui s'est immédiatement dissipé dans l'après-élection de 2016. D'abord, la façon dont il a pu se faire acheter par l'establishment démocrate pour laisser le chemin libre à Hillary Clinton. Et puis ensuite, le Bernie Sanders d'après 2016 est quelqu'un qui a complètement récupéré le gauchisme woke. Le peuple en disant, enfin, on est familier de tout ça, c'est Chantal Demouffe et Ernesto Laclos. Le peuple est une page vierge, il faut créer à partir des minorités visibles, des minorités LGBT, etc., de toute l'intersectionnalité. Ce que Lasch avait très très bien vu lorsqu'il faisait, parce que Lasch était quelqu'un qui était plutôt, qui s'est toujours vu comme un homme de gauche. Hein. Et Lasch tirait contre son camp en disant le grand point aveugle de la gauche, c'est sa croyance dans le progrès qui finit par la convertir au productivisme, au capitalisme, à l'hubris technologique, etc. Et qui fait qu'elle abandonne la défense des plus faibles au profit de ce qu'il a appelé des parades révolutionnaires. Le wokisme, c'est une parade révolutionnaire qui est devenue institutionnalisée et qui sert en fait les intérêts des plus puissants. Oui, effectivement, c'est intéressant ces idées tout de même là-dessus, et c'est pour ça que on en parle ce matin avec vous, Renaud Bochart. Merci d'être là. Il y a encore plein de points à aborder ensemble. On a encore que quelques minutes, mais je vous invite à aller voir, bien sûr, à aller lire le livre de Renaud Bochart, bien entendu, et puis vous écoutez Renaud plusieurs fois, ou du moins chez Toxin avec Clémence, bien entendu, c'est toujours intéressant. Voilà, n'hésitez pas. Christopher Lasch par Renaud Bochart, Populisme vertueux, c'est aux éditions Michalon. J'ai encore 2 petites questions à vous poser, Renaud, là-dessus. Rapidement, vous dites toujours dans cette interview de la Revue des Deux Mondes, vous dites « C'est au fond un miracle, je vous cite, et un espoir que malgré le traitement de cheval administré depuis l'entre-deux-guerres aux États-Unis et plus récemment en France, pour transformer les citoyens en consommateurs obéissants et indépendants, il demeure en France et par le monde des subjectivités encore capables de se regrouper et se constituer en tant que peuple ou en peuple. » C'est intéressant, c'est-à-dire que ça donne de l'espoir tout de même. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de vous dire, presque. Ah oui, là c'est un énorme, en tout cas aux États-Unis, et j'avoue que la révolte des Gilets jaunes pour moi avait été l'objet de beaucoup d'espoir. Mais ce qui est en train de se passer avec la révolution en cours ici depuis
depuis la réélection de Donald Trump, parce que on peut vraiment parler de réélection, de révolution. Hein. Ouais. Et quelque chose qui est extrêmement enthousiasmant. On voit, et c'est assez intéressant parce que on voit que cette espèce de tentation du managérialisme, de vouloir complètement effacer toute tradition, Ouais. tout le passé, pour construire une espèce d'homme nouveau qui serait complètement servile et dépendant, euh, euh, rencontre assez fréquemment des obstacles. Et là, je pense que avec avec la révolution managériale woke, euh, on vient de rencontrer, ils sont allés tellement loin dans le Oui. risque de construire la tour de Babel que cette fois-ci, on congédie quand même la réalité. Hein. Lorsqu'on pense que on échafaude des théories selon lesquelles un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme, pour quelque chose qui se prétend être l'héritier des Lumières, qui aurait congédié les superstitions du passé, Ouais. des religions pré-modernes, pour se convertir à de telles inanités, on s'est dit, mais on tombe vraiment dans la déraison. Donc là, on a un brouillage en fait entre la réalité et le mensonge. Et puis, on voit très très bien que à un moment, cette construction de la tour de Babel finit par devenir une espèce de projet complètement inintelligible et s'effondre comme tout projet visant à construire une tour qui atteindrait les nuages. Donc, ouais. Et là-dessus, je voudrais qu'on continue là-dessus, c'est intéressant. Vous dites que l'élection de Donald Trump est une menace, est une révolution, mais une menace aussi, plus qu'une menace pour l'oligarchie sous toutes ses formes. Parce que là, aujourd'hui, on les sent, comme disent nos amis québécois, on les sent claquer des molaires, hein, tous ces gens aujourd'hui, hein, concrètement. Hein. Oui, c'est vraiment le plus gros défi qui ait jamais été Ouais. lancé à l'establishment. Je Mm. je vois pas d'équivalent même Ouais. en matière historique, parce que même si on pense à la Révolution française, on voit qu'elle naît quand en fait il y a un accomplissement de l'absolutisme royal, Ouais. précisément de la centralisation du pouvoir à la fois politique et économique. Or là, on a un grand déballage, comme jamais, 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 sans doute, nous n'en avions vu Ouais. auparavant. Un grand déballage, et qui montre en même temps vraiment que le roi est nu, parce que on voit en plus maintenant, je pense que et là ça va être une succession de scandales pendant plusieurs mois maintenant, on voit que toutes ces élites progressistes étaient en même temps piquées dans la caisse. Mais Ouais. carrément. Et là, c'est en train de toucher même des personnalités de premier plan, comme Stacey Abrams, et voire même Kamala Harris sur les récentes révélations à propos de la non-profit Rewire américain, donc qui vont sans doute faire des gorges chaudes pour les semaines à venir. Donc, Ouais. on voit très très bien que tous ces gens-là piquaient dans la caisse. Donc, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis, viendront en plus, très prochainement, semble-t-il, le grand déballage des dossiers Epstein Ouais. 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 et Oui. Puff Daddy. Donc, c'est vraiment une espèce on est beaucoup plus que dans un moment, le roi est nu. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. Ouais. non seulement il est nu, mais Ouais. il est en plus hideux. Vous avez raison, Renaud, et je partage aussi, mais avec ne serait-ce que l'USAID qui nous intéresse au plus haut point, parce que c'est un système de propagande internationale qui a été mis au jour manifestement, et aujourd'hui on voit bien qu'en France, depuis une grosse semaine, aujourd'hui c'est l'Agence française de développement, c'est l'Agence de développement public, on se rend compte que les chiffres commencent à sortir, parce qu'il y a eu le scandale USAID, et on voit notamment Pierre Moscovici il y a quelques jours dans un tweet en disant ces demandes ou ces révélations, finalement, qu'il y ait un contrôle, c'est normal, mais un vent mauvais souffle sur la France. C'est marrant parce que le vent trumpiste, le vent de Trump et d'Elon Musk, est en train de débouler sur la France, notamment avec des révélations et une gabegie d'argent public qu'on savait, mais dont on n'avait pas imaginé les ressorts aussi. Hein.
Oui, alors là-dessus, il y a aussi enfin, vous parlez de la réaction de Pierre Mmh. Moscovici aux Ouais. révélations Mmh. sur USAID. Ouais. Là-dessus, c'est très, très intéressant parce que je Mmh. pense, encore une fois, on voit leur réaction, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à sortir, ils n'arrivent Mmh. pas à réaliser que ce qui est en Ouais. train de se passer, Mmh. c'est extrêmement profond. C'est un effondrement complet de leur système. Ouais. Et Mmh. eux voudraient en fait maintenir une espèce heu, une espèce comment dire? De forme de sociabilité, Ouais. qui n'est plus au goût du jour du tout. Ouais. C'est très, Mmh. très, très apparent dans les réactions, Mmh. notamment, des tous les leaders européens, mais aussi des journalistes américains, à commencer par les quelques articles du New Mmh. York Times qui ont commenté le discours de J.D. Vance. Ouais. Lorsque, par exemple, je cite un des articles du New York Times, il disait, Vance est venu sermonner l'Europe sur la suppression des manifestations contre l'avortement Ouais. ou d'autres Mmh formes mh. d'expression libre, alors qu'il aurait dû se préoccuper de la Russie. Bah Euh, oui. et ils continuent, ils disent, mais ça signale que les priorités de son administration sont l'expansion du programme du mouvement MAGA à Mmh. l'échelle de la planète, plutôt que de contrer le président Poutine Mmh. plutôt que de contrer Poutine et son agression contre l'Ukraine. Mmh. Mais c'est exactement ce qui est en train de se Mmh. passer. Encore une fois, nous sommes dans un complet changement de paradigme. Ouais. Mmh. Ça signale une volonté d'abord de reformer, de permettre, et ça c'est un thème qui est extrêmement présent dans l'œuvre de Christopher Lasch, Mmh. de remettre au goût du jour la vertu du citoyen, Mmh. de l'homme ordinaire, de remettre, de revigorer la démocratie par le bas. On ne peut Mmh. pas avoir de démocratie sans démocrate et on ne peut pas avoir de république sans républicain. Il Mmh. nous faut maintenant des programmes qui viseraient une politique qui vise à précisément redonner une santé au démos. Mmh. Une Ouais. santé dont la mauvaise santé du démos est le programme politique de tout le managérialisme, Mmh. de toute cette culture du narcissisme que Christopher Lasch dénonçait, de cette Mmh. classe professionnelle managériale, qui devient à un moment, euh, plutôt que de délivrer des biens matériels ou des biens sociaux comme l'éducation, la santé, etc., son obsession devient la préservation de son titre à gouverner, à nous Ouais. gouverner, Mmh. jusque dans les aspects les plus intimes de nos existences. C'est une Mmh. révolte contre cette suradministration Mmh. de nos existences qui est en cours. Et une révolte qui passe, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, par une sorte de nouvel élan vitaliste. Mmh. D'ailleurs, c'est très, très présent dans le programme Marat de Robert F. Kennedy Jr., qui veut remettre au goût du jour l'idée d'une santé holistique des Américains. Mmh. Mmh. Nous sommes un peuple chroniquement malade. Ouais. Euh, et Ouais. chroniquement malade parce que nous mangeons, parce que nous ingurgitons comme produits pharmaceutiques, Mmh. par notre manque d'activité physique, Mmh. qui nourrit une espèce d'apathie mentale et intellectuelle. Donc, Mmh. nous sommes dans un vrai programme vitaliste et c'est ça qui Ouais. est très intéressant. Mmh. En même temps, tout ça, si on parle, comme le disait Ernest Lyons, d'un retour de Dieu fort, il faut quand même comprendre que c'est aussi, d'abord, nous n'avons pas le choix nous ne pouvons plus continuer à adorer ces dieux faibles qui nous ont Mmh. été proposés depuis 1945. Ces dieux Mmh. faibles qui proviennent de l'idée que retrouver des formes de vie locale, par exemple, Mmh. serait une sorte de retour vers le nazisme. On ne peut plus vivre. Enfin, je crois que ce qui est très intéressant, c'est que on est en train de mettre Hitler à la retraite avec ce Mmh. qui est en train de se passer. Le never again, le plus jamais ça, on Mmh. en sort. Euh, Mmh. on est en train de réinventer de nouvelles formes de vie en Mmh. société.
Non, mais en tout cas, on va voir. En tout cas, nous, on essaye sur Toxin d'essayer d'amener des réflexions, des grilles de lecture, des analyses avec la vôtre. Merci, Renaud Beauchard, d'être avec moi ce matin sur Toxin pour cette analyse de Christopher Lasch. Voilà. Et, chers amis, vous le savez, allez vous jeter sur le livre de Renaud Beauchard, Un populisme vertueux, Christopher Lasch. Notamment, c'est paru aux éditions Michalon. Voilà, donc vous avez de la lecture pour ce week-end. Vous devez avoir une grosse pile de livres, en tout cas, Kindle, livres, ce que vous voulez, faites-vous les prêter. En tout cas, lisez et lisez Renaud Beauchard. Merci Renaud, on vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi. Vous étiez en duplex des États-Unis, on vous remercie notamment d'avoir permis cette intervention. Voilà, merci beaucoup. Merci Renaud, bonne journée à vous, bon vendredi, bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.